Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. C'est une question qui revient régulièrement sur la table des sommets européens ou lors des débats au Parlement européen. Faut-il interdire l'importation des produits en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie? Quelques pays européens ont pris l'initiative d'appliquer une telle interdiction. Le dernier en date, c'est la Belgique, il y a quelques jours à peine. Mais au niveau européen, vous allez le voir, ça bloque encore. Nos invités pour en parler, Baptiste Fillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de pôle campagne et plaidoyer solidarité internationale chez Oxfam France. Bonsoir Baptiste Fillou. Et en ligne avec nous également François Dubuisson, professeur en droit international à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir François Dubuisson, je viens vous voir dans un petit instant. Mais tout d'abord, on va rejoindre notre correspondant Paul Germain à Bruxelles. Paul, une réunion des ambassadeurs des 27 membres de l'UE avait lieu aujourd'hui justement pour évoquer ce dossier. Mais Paul, question tout d'abord, pourquoi l'Europe reste-t-elle autant divisée sur cette question du boycott ? Eh bien, effectivement, Nicolas, il y a des divisions à tous les étages. A priori, pourtant, ça devrait être une question facile à trancher puisque les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international et donc l'Europe ne devrait pas commercer avec elles. C'est ce que dit d'ailleurs la Cour internationale de justice qui considère qu'il y a une obligation légale de ne pas commercer avec les colonies israéliennes et le Parlement européen aussi a voté plusieurs résolutions pour réclamer une interdiction de ces produits au sein de l'Union. Mais voilà, il y a des pays qui font de la résistance, comme l'Allemagne ou l'Italie, et on l'a encore constaté lors de la dernière réunion des ministres européens des Affaires étrangères, où il faut l'unanimité pour prendre une décision. C'est ce qui fait que quelques pays ont décidé de jouer cavalier seul et de boycotter les produits des colonies. C'est le cas de l'Espagne, des Pays-Bas et depuis quelques jours, vous l'avez dit, de la Belgique. L'Irlande aussi a franchi le pas la semaine dernière et ça compte parce que Dublin préside actuellement l'Union européenne et l'Irlande voudrait arriver à un accord au sein des 27. Et puis, il y a également Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, qui essaye de faire avancer le schmilblick et elle pourrait avoir recours à une astuce politique, à savoir refiler le dossier aux ministres européens du commerce parce que s'il faut l'unanimité dans les réunions des ministres des Affaires étrangères, eh bien, curieusement, la majorité qualifiée suffit pour prendre une décision dans les réunions des ministres du commerce. Et là, l'interdiction en Europe des produits des colonies israéliennes pourrait donc passer plus facilement. Mais attention, rien n'est encore fait. Les précisions de Paul Germain depuis Bruxelles. Merci beaucoup Paul. Baptiste Fillou, une question en préambule qui va compléter ce que nous disait Paul à l'instant. Dites-nous, ces produits, quels sont-ils exactement et quel poids représentent-ils dans les exportations vers l'Union européenne ? Eh bien écoutez, ces produits représentent pas quelque chose d'énorme sur le plan de l'importation pour l'Union européenne. En entier. Pour autant, finalement, les produits... On parle de 2%, c'est ça? On parle à peu près de 2%. En revanche, c'est 15 fois plus que ce que les Palestiniens eux-mêmes peuvent faire comme commerce avec l'Union européenne. Donc, pour les colonies israéliennes illégales, c'est extrêmement important. Et quel type de produits, justement, sont concernés? Il y a des produits et des services, hein, c'est cela? Il y a des produits, des services. Il y a même des capacités, par exemple, pour faire venir des personnes en tourisme. Vous avez, par exemple, Airbnb et Booking qui louent plus de 760 chambres. Aujourd'hui, vous pouvez bizarrement réserver une chambre directement dans une colonie israélienne occupée. Et on le rappelle, Baptiste Fillou, l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. François Dubuisson, si on s'en tient actuellement au droit international, les choses sont pourtant simples. On ne peut pas commercer avec les colonies israéliennes, c'est bien cela ? Oui, en tout cas, c'est ce qui découle assez logiquement de l'avis qu'a rendu la Cour internationale de justice en juillet 2024, puisqu'elle a indiqué clairement que les États avaient eu toute une série d'obligations pour ne pas contribuer notamment au maintien de la situation illégale liée à la politique d'occupation et de colonisation israélienne. Et puis l'Assemblée générale, sur cette base-là,
a listé toute une série de mesures qu'il faudrait prendre pour mettre en œuvre ces obligations internationales, parmi lesquelles on trouve l'interdiction de l'importation des produits en provenance des colonies. Donc c'est une conséquence parfaitement logique des obligations des États tiers et qui serait en cohérence avec la position d'ailleurs de l'Union européenne qui considère ces colonies comme étant à la fois totalement illégales en droit international et comme étant le principal obstacle à toute solution mettant fin à l'occupation. François Dubuisson, il y a effectivement le droit international d'à côté. Il y a aussi les violences des colons de Cisjordanie à l'égard des Palestiniens, des violences de plus en plus flagrantes. Est-ce que cela pèse également dans le débat ? Alors oui, très certainement, puisque la colonisation, c'est un ensemble de pratiques, de politiques et de mesures mises en place par l'État d'Israël qui ont pour effet de intimider les Palestiniens et d'avoir pour effet de les amener à quitter de plus en plus leur lieu de résidence. Et parmi les différentes mesures, il y a la violence commise par les colons qui se fait généralement avec la protection directe de l'armée israélienne. Sur ce plan-là, il faut souligner que l'Union européenne a adopté quelques sanctions visant quelques colons israéliens violents ou quelques entités, mais il faut rappeler qu'en réalité, ça s'inscrit pleinement dans une politique étatique. Donc il faut viser aussi les échelons étatiques, en particulier certains responsables du gouvernement, pour faire en sorte que des sanctions individuelles les frappent et puis que plus globalement, on prenne des mesures qui soient destinées à lutter contre la poursuite de la politique de colonisation. Baptiste Fillou, on le disait, la Belgique a été le dernier pays européen à prendre l'initiative d'appliquer l'interdiction. La France, il y a 2 jours, réclamait l'arrêt des importations européennes de produits issus des colonies israéliennes illégales. Mais au sein de l'UE, on le disait, certains disent que ce type d'interdiction, ce boycott, serait contre-productif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Alors en fait, surtout, c'est pas un boycott. C'est simplement, comme le disait très bien François Dubuisson, l'application du droit international et des recommandations de la CIJ. Donc à ce titre-là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Après, on n'est pas sur quelque chose qui va nous emporter dans des éléments complètement dingues. La France, effectivement, aujourd'hui, devrait être en capacité d'allier ses actes à ses déclarations politiques, de politique diplomatique. Et c'est possible puisque vous avez notamment une proposition de loi transpartisane qui est en train d'être déposée au Parlement. Mais pourquoi ce droit international, on n'arrive pas à l'appliquer, en fait, au final ? Alors, écoutez, vous savez... C'est difficile sur le terrain, c'est ça, ou c'est un manque de volonté politique ? C'est surtout la volonté politique, soyons très clairs. C'est pas une question d'application sur le terrain, mais surtout, aujourd'hui, vous avez de petits dispositifs comme l'étiquetage des produits, biens et services qui ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce que ça peut être contourné. L'avantage d'une proposition de loi, comme effectivement en Belgique, ou de manière plus importante et plus large, c'est-à-dire comme ce qui est proposé par plusieurs partis en France, c'est de pouvoir agir de multiples façons. Et pourtant, l'Europe, on le rappelle, a déjà interdit dans le passé des produits venant de territoires contestés. On peut, par exemple, citer l'exemple des produits de Chypre du Nord, une région qui est occupée par la Turquie, donc ça a été appliqué dans le passé. Absolument, c'est tout à fait possible et c'est même souhaitable. François Dubuisson, je voulais revenir sur ce que nous disait Paul tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a derrière ce dossier une bisbille, effectivement, à la tête de l'Union européenne est-ce que, entre Kaja Kallas et Ursula von der Leyen, est-ce que ça peut expliquer effectivement que ce dossier ralentisse et ne soit pas tellement appliqué ? Alors ça renvoie très certainement à des questions politiques et au positionnement d'un certain nombre d'États, on les a cités tout à l'heure, dont notamment l'Allemagne ou l'Italie, qui sont très réticents à prendre la moindre mesure à l'encontre de l'État d'Israël. Mais on ne peut pas à la fois prôner la solution à 2 États, déclarer que les colonies sont illégales et refuser de prendre une mesure aussi basique, aussi simple que l'interdiction des produits des colonies, dont il est bien établi que le développement économique de ces colonies participe évidemment de leur attractivité et de leur développement, et que de manière corrélative, ça cause toute une série de violations des droits humains de la population palestinienne qui est empêchée elle-même de développer sa propre économie et d'exploiter ses propres ressources naturelles. Donc c'est vraiment une question de cohérence absolument minimale. Et
évidemment, si on voulait peser sérieusement sur la situation, il faudra aller plus loin et envisager, ce qui est sur la table depuis un certain temps, la suspension de tout ou partie de l'accord d'association qui unit l'Union européenne avec l'État d'Israël. Et François Dubuisson, on se dit que si l'Europe ne parvient pas à interdire les produits des colonies, ça va être encore plus difficile de prendre des sanctions contre Israël, notamment pour son inaction contre les colons violents de Cisjordanie. Par exemple, suspendre l'accord d'association avec Israël, comme plusieurs pays européens le réclament, ce serait une bonne piste ? Oui, donc c'est parfaitement une bonne piste. Alors effectivement, on se dit que a fortiori, si on n'est pas capable de prendre cette mesure extrêmement simple et basique, et je dirais qui relève de l'évidence, d'interdire des produits des colonies qui sont illégales, évidemment, ça va être plus compliqué d'aller un tant soit peu plus loin et de supprimer ou de suspendre simplement des avantages que l'on octroie de manière préférentielle à Israël. Mais on n'imagine pas non plus que le dossier puisse avancer d'une quelconque manière sans mettre des pressions sur le gouvernement israélien. Et on ne peut pas non plus simplement attendre la modification du gouvernement israélien, puisque le précédent gouvernement, qui était un gouvernement anti-Netanyahou, n'avait pas fondamentalement modifié la politique de colonisation et d'occupation. Donc ce n'est pas simplement une question de Netanyahou ou d'un autre gouvernement, c'est une question d'une politique beaucoup plus profonde que cela qui dure depuis des décennies et pour lequel, sans mesure de pression, il n'y aura aucune avancée possible. Baptiste Fillou, est-ce que l'astuce de Kadja Kallas, à laquelle faisait référence tout à l'heure Paul Germain, peut marcher? C'est-à-dire, on le rappelle, demander au ministre du Commerce de se prononcer. Passer par cette voie-là, est-ce que ça peut être une option possible? Bien sûr que ça peut fonctionner. Après, l'important, c'est qu'un maximum de pays puissent pousser cela. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs lois nationales qui émergent aujourd'hui. On le rappelle, Baptiste Fillou, si on passe par cette option, c'est parce qu'au sein des conseils des ministres du Commerce, il n'y a pas besoin de l'unanimité pour prendre une décision. Hein, c'est bien cela? C'est cela, effectivement. Mais ça, pour nous, ce qui est très très clair, c'est que l'Union hésite. Or, elle ne devrait pas hésiter. La Grande-Bretagne, par la voix de son nouveau Premier ministre, a justement été en faveur de cette interdiction. La déclaration a été faite il y a quelques jours. Est-ce que ça peut peser au sein de l'Union européenne où on est sur un cavalier seul de la part du Royaume-Uni sur ce dossier? Non, il n'y a pas de cavalier seul. Effectivement, chacun joue sa partition nationale, et c'est bien normal. Pour autant, vous voyez que la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ont avancé sur cette question. Bientôt peut-être la Norvège aussi. Donc oui, il y a matière. Et dans le reste du monde, quelle est la position des autres pays justement sur les autres continents? Alors sur les autres continents, eh bien écoutez, les relations sont différentes et un peu au cas par cas. Donc là, il serait un petit peu trop complexe de rentrer dans le détail. François Dubuisson, malgré tout, imaginons s'il y avait demain une telle interdiction, si elle était adoptée, est-ce que selon vous, elle resterait symbolique ou finalement pas si symbolique que ça? Alors, il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a la dimension symbolique et c'est simplement mettre en œuvre des principes de préservation, respecter le droit international et cette obligation de ne pas contribuer au maintien d'une situation illicite qui découle de la politique de colonisation israélienne. Donc c'est simplement la mise en œuvre d'une obligation et donc c'est un élément important sur le plan symbolique et juridique. Ça pèserait malgré tout sur l'économie des colonies, puisqu'on a cité tout à l'heure le chiffre de 3%, mais il y a un rapport qui est sorti il y a peu qui indique que si on compte les fraudes qui sont réalisées de manière à large échelle, en réalité, ça pourrait être quelque chose qui relève plutôt de 17% plutôt que de 3%. Et donc, si on adopte des mesures qui seraient plus efficaces que les mesures actuelles d'étiquetage, eh bien, ça pourrait avoir un impact plus important. Donc, ça peut tout à fait avoir un impact sur les activités économiques des colonies. Mais bien entendu, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ça n'est pas suffisant pour peser davantage sur la politique du gouvernement israélien et je dirais même plus globalement sur la société israélienne et son secteur économique pour justement l'amener peut-être à faire des choix politiques qui aillent dans un autre sens et de favoriser peut-être des personnalités politiques qui seraient davantage tournées vers la possibilité de mettre fin à l'occupation, en tout cas d'entamer des sérieuses négociations dans ce sens-là. Baptiste Fillou, c'est intéressant ce que nous disait François Dubuisson en ce qui concerne l'étiquetage. Comment demain on peut être sûr, si une telle mesure est prise, comment on peut être sûr que les produits proviennent bien de la source initiale? Il y aura un contrôle après, sur le terrain? Comment ça se passe?
Ben écoutez, c'est relativement simple. Tout simplement, ce sont les importateurs qui feront le travail. C'est eux qui seront pénalement responsables sur le sol de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'étiquetage, ça veut dire que c'est le consommateur qui choisit quelque part. Là, non, ça sera ceux qui font du business qui en seront responsables. Donc c'est extrêmement important. Il faut quand même rappeler que ces colonies israéliennes illégales fonctionnent grâce à la spoliation. La spoliation, ça veut dire derrière que ça hypothèque la survie des personnes qui vivaient là précédemment, et que par derrière, ça crée des déplacements. On parle de plus de 36 000 personnes. Oui, ça a des conséquences effectivement pour les Palestiniens sur place, leur manière de pouvoir gagner de l'argent et sur leur terre, etc. Ça a des conséquences vraiment dans leur vie quotidienne. Et c'est surtout que tout le tissu économique a été déstructuré. Donc à partir du moment où vous n'avez plus les moyens de survivre, comment vous faites? Baptiste Fillou, une dernière question pour conclure. Aujourd'hui, les 27 se sont réunis sur la question, les ambassadeurs des 27 se sont réunis sur la question. À votre avis, la prochaine étape, quelle sera-t-elle? On est sur la bonne voie? La prochaine étape, c'est que de plus en plus de pays puissent adapter des lois nationales qui poussent l'Union européenne à faire le job. Merci beaucoup Baptiste Fillou d'avoir été l'invité de ce 64 débats. Et merci à vous également François Dubuisson depuis Bruxelles. Merci à tous les deux.